En ce début d'année, vous avez sûrement envie d'adopter de nouvelles routines, de nouveaux aménagements, peut-être chez vous, pour vous faciliter la vie au quotidien. Et c'est pourquoi j'aimerais vous parler un court instant de ma formation Aménager sa maison Montessori. Vous allez découvrir comment de simples aménagements dans votre entrée, votre cuisine, votre salle de bain ou la chambre de vos enfants, à condition qu'ils suivent les principes de la pédagogie Montessori, peuvent aider vos enfants à devenir plus autonomes et plus épanouis. Dans ma formation, vous allez découvrir les 4 grands principes qui vont vous guider pour aménager votre maison. Et aussi de très nombreux conseils pratiques. Par exemple, en vrac, mes astuces pour aider votre enfant à enfiler son manteau tout seul, ou à mettre ses chaussures sur le bon pied, qui n'a pas perdu des minutes entières le matin, avec un enfant qui s'était trompé de pied. Vous trouverez aussi un tutoriel vidéo pour fabriquer votre propre tour d'observation Montessori. Mon système éprouvé pour mettre en place la rotation des jouets, et éviter ainsi que le bazar ne s'installe dans la chambre de votre enfant. La meilleure façon de ranger les vêtements pour que même de petits enfants puissent s'habiller tout seuls. Ou bien mes conseils pour faire la transition d'un lit à barreaux à un lit au sol. Je vais vous montrer toutes les pièces de la maison et vous allez découvrir en vidéo tous les choix d'aménagement que nous avons faits dans notre propre maison, ainsi que de nombreux exemples d'aménagements réalisés par d'autres familles avec mes commentaires, pour que vous puissiez trouver votre propre inspiration pour chez vous. Et en plus de la formation vidéo, vous bénéficierez de tout un tas de ressources offertes, comme un fichier d'étiquette avec des images pour faciliter le rangement des vêtements de vos enfants, un fichier PDF d'images contrastées pour la chambre de votre bébé, un fichier PDF d'illustrations qui seront belles et colorées pour les murs de votre bébé ou de votre enfant un peu plus grand. Également une vidéo bonus pour maintenir l'ordre et l'organisation quand vous avez des invités chez vous, ou encore une autre pour apprendre à votre enfant la gestion du temps, ainsi que l'enregistrement d'un webinaire que j'ai réalisé sur le thème des matins paisibles et sereins grâce à la pédagogie Montessori, dans lequel je reprends certains éléments de la formation, où je parle aussi de discipline positive et où je réponds à de nombreuses questions. Bref, tout ce dont vous avez besoin pour établir de nouvelles routines beaucoup plus efficaces le matin. Alors n'hésitez pas, le lien est dans les notes de cet épisode pour rejoindre ma formation Aménager sa maison Montessori. Et maintenant, je vous souhaite une bonne écoute de votre épisode. Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que je n'ai que très très rarement entendu traité dans des podcasts, des livres, des vidéos. Je ne crois pas que ce soit un thème très fréquent et pourtant il me semble important à aborder. C'est l'intérêt de développer une culture familiale. Alors une culture familiale, vous allez me dire de quoi s'agit-il? De quoi parle-t-on? En quoi est-ce que c'est différent de notre culture, la culture de notre pays, de notre région, de notre milieu social? Est-ce que c'est ça qu'on entend par culture familiale? Vous allez voir que non. Et surtout, en quoi est-ce que le développement d'une culture familiale pourrait nous aider à mieux élever et éduquer nos enfants? C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui et j'espère vous faire prendre conscience de l'existence de cette culture familiale qui existe, que vous avez, si vous avez une famille, vous avez une culture familiale, que vous l'ayez choisie ou non. Et justement, aujourd'hui, je voudrais vous inviter à être un peu plus intentionnel, un peu plus délibéré dans la constitution de cette culture familiale. Alors, une culture, on a tous déjà entendu parler de la notion de culture. On sait bien que quand on vit dans un pays ou dans certains groupes sociaux, il y a une culture propre à ce pays ou à certains groupes sociaux. On sait bien souvent quand on prépare un voyage à l'étranger qu'il y a des éléments de culture à adopter. Je me rappelle que par exemple à un moment je faisais partie d'une chorale et nous avons accueilli une chorale japonaise qui cette année-là venait nous rencontrer en France pour des concerts communs. Eh bien, on nous avait expliqué quelques petites choses pour les accueillir dans le respect de leur culture. Entre autres, le fait qu'ils allaient probablement nous offrir des cadeaux, que ces cadeaux seraient
emballés dans des tissus en furoshiki, et que ces cadeaux, il fallait les recevoir à 2 mains et ne surtout pas les ouvrir devant la personne qui nous l'offrait, que c'était considéré comme quelque chose d'impoli. Donc, vous voyez que les règles de culture, c'est quelque chose que l'on a souvent en tête quand on est confronté à un voyage dans un pays étranger ou à l'accueil de personnes étrangères chez nous. Mais la culture, c'est beaucoup plus large que ça. Ce sont aussi des règles de savoir-vivre, des règles liées à certains milieux sociaux, des habitudes, des rituels, etc. Et justement, alors pourquoi j'aborde ce thème de la culture familiale aujourd'hui? C'est qu'il y a un mois, nous avons, dans l'accompagnement des Montessori 7, réfléchi à cette question de la culture familiale. Et pour cela, nous avons réfléchi ensemble à la culture de différents groupes. Et je vais vous en citer quelques-uns pour justement vous inviter à vous interroger sur ce qui fait la culture de ces différents groupes. Vous avez les communautés religieuses, par exemple une paroisse. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent appartenir à une paroisse? Vous avez le scoutisme, qui est un groupe avec une très forte culture. Les clubs de sport. Les clubs de sport et les clubs de fans. Ça peut être des fans de sport, comme les fans du PSG ou de l'OM, ou aussi des fans de certains artistes. Par exemple, les Swifties, les groupes de fans de Taylor Swift. Eux aussi, ils ont leur propre culture, leur propre référence commune. Vous avez les clubs de théâtre et les écoles de danse, l'armée, qui est un groupe avec là aussi une culture très forte. Parfois, certaines entreprises qui cherchent à développer une culture. Alors souvent, ça reste assez superficiel. Quand on parle de culture d'entreprise, c'est souvent une liste de valeurs, un petit texte un petit peu pompeux et plein de bonnes intentions, mais rarement mis en pratique. Vous avez tout de même des entreprises qui ont une culture forte. Ça peut être aussi des regroupements de familles en IEF qui ont là aussi une culture propre. Donc c'est toujours intéressant de s'interroger sur ce qui fait qu'on se sent appartenir à un certain univers, à un certain groupe, grâce à cette culture. Alors je vais vous en donner 2 exemples comme ça, assez simples, juste pour vous inviter à entamer cette réflexion. Un élément très important de la culture, c'est le langage commun que l'on va adopter. Vous le savez peut-être, il y a un peu plus de 2 ans, nous avons déménagé en Haute-Saône, donc en Franche-Comté. Et depuis, régulièrement, parce que c'est un sujet qui m'intéresse et parce que les algorithmes sont fort bien faits, je me retrouve confrontée à des vidéos sur Instagram ou TikTok sur le parler franc-comtois. Et donc récemment, j'ai découvert l'expression « ça meule » pour dire « il fait froid, ça caille ». Et donc j'ai découvert que c'était une expression bourguignonne et franc-comtoise que je n'avais jamais entendue auparavant. Parce que j'ai vécu en Lorraine, j'ai vécu en Bretagne, j'ai vécu en région parisienne, j'ai vécu à Toulon. Mais je n'avais jamais entendu cette expression, ça meule. Eh bien, lorsqu'on utilise ce genre d'expression où t'as meilleur temps à faire ceci ou cela, ce qui veut dire tu ferais mieux, ce serait mieux pour toi de faire ceci ou cela, t'as meilleur temps à l'appeler directement, par exemple. Eh bien, ce langage commun fait qu'on se sent appartenir ou pas, justement, à cette identité régionale. Et c'est vrai que moi, quand j'entends ces expressions, je me sens étrangère à cette culture, même si je l'apprécie et que petit à petit, j'essaie de m'y intégrer. Donc voilà, il y a une culture qui s'exprime beaucoup à travers le langage, les expressions, parce que le langage, c'est ce qui permet de se comprendre. Donc c'est évidemment à la base de la dynamique d'un groupe. C'est pour ça que quand vous allez dans une région, et surtout quand vous allez à la campagne, dans une région que vous ne connaissez pas, eh bien parfois, vous vous sentez étranger, c'est-à-dire que vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit, ou vous avez l'impression qu'on ne comprend pas ce que vous dites. Bien, c'est pareil dans une famille, c'est quelque chose qu'on peut développer, un langage. Une autre façon d'incarner une culture, ça peut être de porter un uniforme ou une tenue spécifique. Par exemple, dans l'armée, là c'est un élément fort de l'identité, de porter un uniforme.
et comment on le porte et qu'est-ce qui figure sur l'uniforme, etc., etc. Tout ça est un marqueur d'appartenance extrêmement fort au groupe. C'est aussi le cas dans le scoutisme, mais ça peut aussi être un uniforme de travail, par exemple les serveurs dans un restaurant, où là aussi ça crée un sentiment d'unité, de groupe, et ça peut aussi être évidemment des tenues de sport qui sont spécifiques. Par exemple au judo, où on porte le judogi, on porte le kimono, on a une tenue spécifique et on se sent tous appartenir au groupe parce qu'on porte la même tenue. Donc voilà 2 éléments parmi bien d'autres qui permettent de noter l'existence d'une culture propre à un groupe. Alors vous allez me dire, j'entends que maintenant vous prenez un petit peu plus conscience de ce que ça signifie la culture d'un groupe, mais vous vous demandez peut-être pourquoi serait-il important de créer une culture familiale. Alors soyez bien conscient que cette culture familiale, à partir du moment où vous avez une famille, vous avez une culture familiale. Elle existe, que vous le vouliez ou non. Parce que cette culture, eh bien, c'est la somme de nos souvenirs partagés, de nos habitudes, de nos petits rituels, qu'ils soient bons ou mauvais, de nos façons de parler. C'est vraiment la somme de tout cela. Et donc, si vous avez une famille, vous avez une culture familiale. Et cette culture familiale, elle vient nourrir les 2 besoins fondamentaux de l'être humain, définis par Alfred Adler, qui sont les besoins d'appartenir et de contribuer. Alors, on ne parle pas de besoins physiologiques, là, on parle de besoins psychologiques. Le besoin d'appartenir à un groupe et le besoin de contribuer à ce groupe, contribuer à la société en général. Puisque l'existence de cette culture vient nourrir ces besoins fondamentaux, eh bien, ça vaut le coup de se pencher dessus et de se dire, est-ce que ma culture familiale correspond à ce que je souhaite pour ma famille? Et sinon, eh bien, on peut travailler à cette culture de façon intentionnelle, délibérée. Ça commence évidemment par se poser la question de ce qui constitue notre culture familiale, hein. De prendre conscience aussi que cela aura une influence très importante sur nos enfants, et ensuite de réfléchir à comment modifier, adapter, enrichir cette culture familiale pour aider nos enfants à grandir dans le sens qu'on souhaite. Alors, je ne dis pas ça dans le but de contrôler nos enfants, hein. Je dis ça dans le but de les aider à grandir et à se développer d'une façon saine, équilibrée. Et la culture familiale est un outil parmi bien d'autres qui va nous aider. Parce que, encore une fois, hein, il est très important de prendre conscience de l'influence que cette culture familiale aura sur nos enfants à l'âge adulte. Vous pouvez réfléchir à votre propre culture familiale, celle avec laquelle vous avez grandi, celle de vos parents, de votre famille d'origine, en quelque sorte. Eh bien, la culture que vous avez reçue, elle a des conséquences psychologiques. Par exemple, chez nous, on ne fait pas ça. On ne se comporte pas comme ça. Donc ça va influencer votre comportement. Ça a des conséquences morales aussi. Des conséquences sociales. Par exemple, dans certaines familles, on cherche toujours à faire plaisir aux autres. On ne sait pas dire non. Et du coup, adulte, eh bien, on va adopter ces comportements et chercher à toujours faire plaisir aux autres. Ça peut avoir des conséquences amoureuses aussi, puisque la façon dont dont les parents vivent la relation amoureuse, va influencer la vision que les enfants auront de la relation amoureuse. C'est comme ça, malheureusement, hein, que des enfants qui vivent dans des familles où il y a une relation toxique, abusive, voire violente entre les parents, malheureusement, souvent, se retrouvent à reproduire ce type de schéma. Ou bien en tant que victime, ou bien en tant que bourreau, d'ailleurs. Et puis, ça a aussi des conséquences familiales. S'il y a une forte culture familiale, ça va sans doute encourager les frères et sœurs à rester proches plus tard. Ça va les guider aussi lorsqu'il s'agira d'élever leur propre famille et de créer leur propre culture familiale. Donc ça a des conséquences vraiment sur le très long terme. Ça a même des conséquences financières. Il y a un podcast que j'aime beaucoup qui a changé de nom récemment, qui s'appelle Money for Couples, qui est un podcast en anglais par Ramit Sethi, S-E-T-H-I. Et dans ce podcast, il interviewe des couples et il les interroge sur leur vision de l'argent,
la façon dont ils économisent ou pas, la façon dont ils dépensent, la façon dont ils investissent leur argent, etc. Et à chaque fois, tout le monde est concerné. À chaque fois, les deux membres du couple interrogés ont adopté certains schémas de pensée et certaines attitudes vis-à-vis de l'argent qui sont hérités de leur enfance. Parfois, ils se construisent en conformité avec ce qu'ils ont vécu durant leur enfance, parfois en opposition. Mais en tout cas, leur culture familiale autour de l'argent a toujours une influence énorme sur leur attitude actuelle et leur comportement actuel vis-à-vis de l'argent. C'est fou quand même. Donc, voyez combien il est important de réfléchir à tout ce que l'on va transmettre à travers cette culture familiale. Le langage, nos habitudes, euh, toutes les, tous les petits éléments sociaux qui constituent la culture familiale vont influencer nos enfants dans toutes les dimensions de leur être. Leur dimension psychologique, sociale, morale, amoureuse, familiale, financière. Donc il me semble qu'il est intéressant quand même de se pencher un petit peu dessus, de façon intentionnelle, et plutôt que de subir notre culture familiale, eh bien, d'essayer de la construire. Et c'est encore mieux si on peut la co-construire avec tous les membres de la famille. Déjà, le père et la mère, et chacun des enfants qui, eux aussi, auront évidemment leur mot à dire. Et c'est valable aussi, je parle du père et de la mère, c'est valable aussi, évidemment, dans les familles où les parents se séparent. Et quand on a un parent solo, bien c'est toujours d'autant plus intéressant de continuer à créer sa culture familiale en coopération avec les enfants. Et les enfants peuvent avoir du coup deux cultures familiales. S'ils vont parfois chez l'un des parents, parfois chez l'autre, ils peuvent avoir deux cultures familiales, mais ça n'en sera que plus enrichissant pour eux. Ça va les construire de toute façon. Alors comme je vous le disais, il y a un mois, nous avons fait dans le cadre de l'accompagnement des Montessori 7 un atelier de 2 heures pendant lesquelles nous avons réfléchi à toutes ces questions à travers différentes activités évidemment que j'avais préparées pour que ce soit constructif. Et donc nous avons dans cet atelier réfléchi au démarrage à tous les types d'éléments qui pouvaient former une culture, en analysant la culture de différents groupes sociaux, et puis en laissant les participants à cet atelier réfléchir en sous-groupe à ce qui les avait marqués dans la culture de certains groupes sociaux auxquels ils appartenaient. Nous avons aussi réfléchi à ce qui développait le sentiment d'appartenance à une communauté. Je vous rappelle ces deux besoins fondamentaux psychologiques de l'être humain, appartenir et contribuer. Donc j'ai donné aussi durant cet atelier des exemples de ce qui chez nous faisait partie de notre culture familiale pour susciter un petit peu la réflexion. Et puis nous avons aussi réfléchi aux messages que nous avions hérités de notre enfance, ce qui a été très émouvant, je trouve, parce que chacun pouvait vraiment se replonger dans son enfance et se dire « Ah oui, aujourd'hui encore, ce message-là fait partie de moi. » Et une fois qu'on en prend conscience, eh bien, on peut choisir si on conserve ce message ou pas. Et puis, nous avons réfléchi ensemble à comment construire une culture familiale intentionnelle en fonction de ce qui était important pour nous en tant que parents. Et dans un second temps, nous avons réfléchi à l'autre aspect de ce binôme appartenir et contribuer. Nous avons réfléchi à comment faire quand un membre de la famille ne rentre pas dans la culture familiale ou lorsqu'il est trop différent. Et je vous donne la réponse. La réponse, c'est qu'il faut contribuer. Il faut l'aider à contribuer à la famille parce que les deux sont indissociables, en fait. Appartenir donne envie de contribuer et contribuer donne le sentiment d'appartenir. Les deux vont ensemble, ils vont de pair. Et donc, dans un second temps, nous avons travaillé sur cette notion de contribution de façon extrêmement concrète. Comment nous pouvions mettre en place des routines, des rituels ensemble dans nos familles, parce que les routines et les rituels font partie intégrante de la culture familiale. Et puis on a réfléchi aussi à comment susciter la coopération des enfants dans ces routines, dans les responsabilités familiales. Donc on a fait un énorme travail là-dessus. Et si je vous en parle, c'est à la fois pour vous donner des idées, si vous voulez faire ce travail vous-même, et aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver l'enregistrement de cet atelier dans notre communauté, l'accompagnement des Montessori 7,
qui est une communauté sur abonnement mensuel dans laquelle, à peu près 1 mois sur 2, nous faisons un atelier comme cela autour de, la parentalité, la discipline positive, de façon très concrète et ce sont des moments d'échange qui sont d'une grande richesse et c'était particulièrement émouvant là parce qu'on touchait à la culture familiale, donc on touchait à quelque chose de très intime et l'accompagnement est une communauté extrêmement sécurisante. Donc chacun sait qu'il peut, se livrer s'il en ressent le besoin ou l'envie et que, tout le monde est prêt à accueillir ce que la personne, est prête à dire avec beaucoup, beaucoup, de compassion, de sympathie, d'encouragement, et avec donc, beaucoup de sécurité. Donc si ça vous intéresse d'approfondir cette question de la culture familiale dans le cadre de ce groupe de l'accompagnement des Montessori 7, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous pouvez vous inscrire pour 1 mois et vous désinscrire, à tout moment, il n'y a aucun souci. Et chaque fois, nous abordons donc un nouveau thème autour de l'instruction, autour de la pédagogie Montessori, autour de la parentalité, de la discipline positive. Et dès maintenant, si vous vous inscrivez, vous avez accès à une bibliothèque incroyable avec tous les thèmes que nous avons déjà abordés depuis des années et des années. Donc c'est une mine d'or, cet accompagnement des Montessori 7. Et j'en profite pour ajouter que 2 fois par mois, dans le cadre de cet accompagnement, je propose des séances de questions-réponses où vous pouvez me poser toutes vos questions en direct. Ça se passe sur Zoom. Et c'est là encore extrêmement convivial et extrêmement précieux. Dans tous les cas, que vous nous rejoigniez dans l'accompagnement ou pas, peu importe, je vous encourage vivement à réfléchir à cette question de votre culture familiale, à vous poser en couple, si vous êtes en couple, pour essayer déjà d'analyser ce qui existe dans votre culture familiale. Comment vous voulez que cette culture familiale contribue à renforcer certaines valeurs ou certains principes chez vos enfants, c'est ce qu'on appelle l'éducation, et vous mettre tous ensemble, tous les membres de la famille, enfants inclus, pour co-construire ensemble cette culture familiale d'une façon intentionnelle et délibérée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis peut-être à très bientôt dans l'accompagnement si vous nous rejoignez. Rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, à très bientôt. Votre petite sourisette, Anne-Laure. Hey, psst, avant de vous en aller, n'oubliez pas de jeter un œil à la formation Aménager sa maison Montessori. Si vous avez des difficultés à maintenir votre maison organisée avec vos enfants, si vous avez du mal au niveau de la routine du matin, si tout est long, compliqué, pénible, croyez-moi, cette formation peut tout changer pour vous. On m'a souvent dit que rien que le chapitre sur l'entrée de la maison avait suffi à révolutionner la vie de famille. Et ce n'est que l'un des multiples chapitres que l'on aborde. Je vais aussi vous parler du lit au sol, de la cuisine et des repas de votre enfant, du rangement des loisirs créatifs, du rangement des livres d'enfants dans la maison, les jouets, les vêtements, la salle de bain aussi, comment ménager un coin spécialement pour votre enfant. À chaque fois, vous êtes guidé pas à pas et croyez-moi, ça peut réellement changer votre vie de famille. Donc j'espère que vous y jetterez un petit coup d'œil et que cela va vous inspirer pour démarrer votre rentrée du bon pied. À très bientôt!